Ma vie en VF, une production de Tunisia Podcast, présentée par Raouia Khadr. En décembre 2021, la Tunisie accueillera le 18e sommet de la francophonie organisé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe 88 États et gouvernements membres, dont la Tunisie. Encore plus intéressant, 4 pères fondateurs sont derrière la mise en place de cette francophonie institutionnelle. Léopold Sédar Senghor, Amani Diori, Prince Norodom Sihanouk et Habib Bourguiba. Ce podcast est l'occasion pour nous de faire un focus sur une langue qui réunit à ce jour plus de 300 millions de citoyens dans le monde et de nous poser les bonnes questions quant à l'évolution du rapport du tunisien à la langue française. Artistes, entrepreneurs, sportifs, journalistes, économistes et bien d'autres personnalités publiques ont accepté de nous livrer, à travers leur vécu et leurs témoignages, la vision qu'ils portent sur la francophonie d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Ma vie en VF. Ma vie en VF est un podcast soutenu par l'Institut français de Tunisie. Le 23 octobre 2011, Selim Ben Abdeslam est élu dans la circonscription France 1 en tant que représentant de son parti politique au sein de l'Assemblée nationale constituante. Un an plus tard, il quittera ce même parti. Il écrira quelques années après, en 2018, un ouvrage en 2 tomes intitulé « La parenthèse de la constituante » afin de raconter cette expérience politique tunisienne. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le juriste et avocat de formation a d'abord été assistant parlementaire à l'Assemblée nationale à Paris pendant une dizaine d'années avant d'entamer l'expérience parlementaire tunisienne post-révolution. Après une période en indépendance, Selim Ben Abdeslam est aujourd'hui consultant pour une ONG suédoise qui travaille sur l'égalité d'accès à la justice et le renforcement de l'état de droit. C'est l'occasion pour moi de le rencontrer lors de l'un de ses passages en Tunisie pour évoquer, entre autres, la complexité de la tâche d'un élu représentant la diaspora en France. Qu'attendaient les Tunisiens de France de leurs représentants à l'ANC ? Avec Selim, nous abordons en filigrane cette question de double culture à travers cette expérience politique singulière, mais aussi et surtout à travers son parcours et son regard de franco-tunisien qui a vécu dans les 2 pays. Mère française et père tunisien, et j'ai grandi en Tunisie. J'étais à l'école tunisienne d'abord, puis ensuite à l'école française sur la fin, au lycée français sur la fin, et j'ai fait mes études supérieures en France. On parlait quelle langue à la maison ? Essentiellement le français, parce que à cette époque, mes parents avaient entendu il y avait une théorie en vogue à l'époque, comme quoi il fallait parler qu'une seule langue aux enfants pour éviter la confusion, ce qui est complètement stupide, parce que je vois aujourd'hui énormément de gens dont les enfants sont parfaitement bilingues et savent très bien à qui parler, en quelle langue. Donc bon, je ne suis pas spécialiste de la question, mais je pense qu'il y a pas mal d'exemples qui démentent cette théorie. Donc à la maison, on parlait français. On parlait essentiellement français, je parlais quand même tunisien aussi, mais quand je suis rentré à l'école, j'étais beaucoup plus francophone qu'arabophone. Et j'ai commencé à apprendre l'arabe à l'école, et le français que je connaissais déjà. J'étais content d'apprendre l'arabe. Ça n'a pas été facile au début, parce que quand on apprend une nouvelle langue à laquelle on n'est pas tout à fait habitué, c'est toujours un peu difficile. Mais ce qui fait que c'est une langue que j'aime beaucoup. Moi, l'arabe dialectal et l'arabe classique en particulier, j'aime beaucoup ces langues. Maintenant, il a fallu, quand je suis revenu en Tunisie après la Révolution, après avoir une longue période passée en France, il a fallu que je travaille énormément pour retrouver mon arabe. Oui. J'avais un niveau d'arabe correct au lycée. Oui, ça s'oublie quand on ne pratique pas, surtout l'arabe classique. On n'oublie pas le dialecte tunisien, on l'oublie pas, parce que c'est la langue véhiculaire, c'est la langue qu'on parle habituellement. On n'oublie pas sa langue maternelle ou une de ses 2 langues maternelles. Ouais. Ou alors, bon, vraiment, il y a eu des cas comme ça. Moi, j'avais vu des cas de personnes qui avaient vécu très longtemps dans un pays qui n'était pas leur, ou qui avaient été exilés, qui pouvaient plus revenir chez eux, qui avaient oublié leur langue. Si elle n'est pas pratiquée. Voilà. Oui. Peut-être qu'avec l'âge, quand on devient vieux, on oublie. Mais quand on a encore une certaine vivacité d'esprit, c'est quand même assez rare d'oublier là où les langues qu'on a parlées étant jeune. Quand on arrive encore à 40, 50 ans, 60 ans, des âges où on a encore, on n'est pas encore touché par la perte. Par la perte de ses facultés mentales ou par des... Bon, là... Le regard des enfants, justement, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a... on parle beaucoup d'enfants qui sont harcèlement à l'école, etc. Est-ce que le fait que vous arriviez à cette école publique en ayant peut-être au début du mal avec la langue arabe, est-ce que les enfants étaient sympas avec vous, dans ce sens ?
Il n'y avait pas de problème. J'ai eu la chance de ne jamais être harcelé, de ne jamais être la tête de Turc des enfants, parce que parfois cette expression tête de Turc, bon. J'aime pas beaucoup, mais bon, j'ai jamais été le souffre-douleur, disons, d'enfants. J'ai bien la chance parce que certains l'ont été. J'en ai jamais été vraiment témoin parce que j'ai jamais vu de cas comme ça devant moi, mais c'est un problème dont il faut vraiment s'occuper, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est quand même non, j'ai jamais été confronté à des situations de ce genre-là. Jamais. Non, ça va. Non, j'ai un bon souvenir de mes années d'école. Que ce soit concernant mes camarades de classe ou mes enseignants ou mes enseignantes surtout, parce que c'était surtout des femmes à l'époque. J'ai eu peu d'enseignants au primaire. J'ai eu que des enseignantes femmes au primaire. Et c'est seulement au secondaire que j'ai commencé à avoir quelques professeurs hommes, donc c'est surtout. Alors l'apprentissage des langues, comme vous dites, se fait plutôt bien. À un moment donné, j'imagine que commence aussi l'âge où on lit des livres. Alors vous lisiez quel livre, en quelle langue et à quel âge? Alors il y avait quelque chose de très bien quand j'étais à l'école, mais qui apparemment s'est perdu avec le temps, c'est qu'il y avait des séances de bibliothèque. Et chaque semaine, on devait lire un livre en arabe et un livre en français et faire un résumé chaque semaine. Et bon, si on n'arrivait pas à le finir en une semaine, on avait droit de prolonger parce que quand c'est un livre un peu long, on pouvait prolonger d'une autre semaine. Donc voilà. Et c'est quelque chose qu'il faudrait réinstaurer aujourd'hui, parce que dans notre génération, c'était peut-être pas le cas dans toutes les écoles, mais c'est des cours qui existaient un peu partout. D'après tous les témoignages que j'ai eus, les cours les séances de bibliothèque, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça donne le goût de la lecture. Exactement. Donc, petit, je lisais en arabe et en français. Je lisais dans les deux langues. Il y avait une préférence? C'était obligatoire et c'était un plaisir aussi. J'avais une préférence pour le français parce que c'était plus facile pour moi, et c'était surtout ça, et c'était plus facile pour moi, et peut-être que les thèmes que je trouvais dans la littérature française correspondaient plus à ce dont on parlait chez moi. Donc ce qui fait que c'était quelque chose qui me parlait plus. Mais j'étais content de lire en arabe aussi, et de lire des livres en arabe aussi, ça m'intéressait aussi beaucoup. C'était ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que, je vous donne un exemple, vous parlez de la lecture. Quelque chose qu'on peut voir dans toutes les villes d'Europe, par exemple, c'est des gens qui lisent dans les transports, qui lisent dans des cafés. C'est une image qu'on ne voit pas en Tunisie, malheureusement, qui est très rare. Et les gens sont étonnés quand on voit quelqu'un assis quelque part dans un café ou dans les transports et en train de lire un livre. Ça étonne ici. C'est quelque chose qui étonne, qui surprend. Et mon vœu, ça serait que ça devienne quelque chose de normal et quelque chose que tout le monde fasse, quelque chose de très répandu et de normal. En Europe, c'est normal et c'est sain. C'est qu'on a perdu l'habitude de la lecture. Ce qui n'était pas le cas dans les anciennes générations ça dépendait aussi de l'instruction qu'on avait reçue, bien sûr. Quand on a été habitué au livre ou pas, mais je pense que tout le monde a le droit de lire, et c'est un plaisir que devraient avoir tous les enfants et qu'on devrait garder quand on arrive à l'âge adulte. Et malheureusement, tu le dis, ce n'est pas le cas, et quand on discute avec des éditeurs, on vous dit que le lectorat est quand même assez réduit. Et autre chose, vous voyez que le lectorat francophone, malgré la perte d'influence du français en Tunisie, même le français a clairement perdu du terrain en Tunisie, mais le lectorat francophone reste plus important que le lectorat arabophone. Je parle pour les livres, pas pour les journaux. Les journaux, c'est culturel, c'est une habitude, Mais vous verrez, les livres en français se vendent mieux, parce que le public francophone lit plus et a plus de moyens aussi. Il y a aussi ça, parce que ça se recrute dans des classes sociales plus aisées. Donc, ce qui fait que les éditeurs vous disent qu'on a plus de facilité à vendre paradoxalement à vendre des livres en français que des livres en arabe, même si l'explication est celle-là. Bon, mon souhait, ça serait que on n'ait plus de problème pour vendre des livres en français, en arabe, ou même en anglais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il faut se mettre à l'anglais aussi. C'est aussi une langue qui est devenue incontournable. On y reviendra justement à cette langue aussi, l'anglais, qui a pris beaucoup de terrain, de place, parfois aux dépens d'autres langues comme le français. Donc du coup, vous allez en primaire à l'école publique, vous passez au lycée à l'école française. Est-ce que ça fait une différence? Comment vous vivez cette expérience de passage de deux systèmes? Bon, pour moi, ça n'a pas été traumatisant ni difficile. Ça s'est bien passé. J'étais bien à l'école tunisienne. J'étais bien aussi au lycée français. Ça a été un choix de mes parents parce que c'est une année où il y avait eu un taux de réussite au bac catastrophique. J'étais en 4e année secondaire. Il y avait 80. C'était pas pour le bac français? Non, c'est l'année de 13% de réussite au bac tunisien. C'était une année catastrophique. Donc voilà, mes parents ont fait le choix de
de me faire changer de système à l'époque, alors que c'était pas dans leur projet. Hein. Leur projet, ils trouvaient que le système tunisien était très bien jusqu'à une certaine période. C'est aujourd'hui, c'est vrai que le système tunisien était très bon jusqu'à une certaine période, mais aujourd'hui, malheureusement, depuis des années, depuis les années 80, c'est un système qui a perdu de sa valeur. Et on voit particulièrement pour les langues. Ouais. Bon, pour les matières scientifiques, ça a toujours été un système très réputé, mais c'est un système qui ne donne pas sa chance à ceux qui décrochent. Pour se réintégrer dans des filières dans lesquelles ils pourraient arriver à quelque chose. Et pour les langues, ça a été une catastrophe. Aujourd'hui, les langues ont été complètement dévalorisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le recrutement des professeurs de langue, à mon avis, n'est pas fait comme il faut, parce que quand on fait des études de langue, ça ne peut pas être fait avec le système d'orientation où on envoie en fac de langue ceux qui ont eu leur bac tout juste et qui ne veulent pas faire une filière linguistique. Parce que quand on fait des langues, il y a deux grands débouchés, l'enseignement ou la traduction. Et dans les deux, il faut être très bon. C'est-à-dire, on peut pas être moyen. Voilà, on peut pas être moyen quand on enseigne une langue, et encore moins mauvais, et on peut pas être moyen quand on traduit. C'est des exercices très difficiles. Donc c'est deux filières dans lesquelles l'excellence est requise. On peut faire aussi du journalisme, mais quand on fait du journalisme dans une langue déterminée, il faut bien parler cette langue. Il ne faut pas. Voilà. Donc quand on fait des langues étrangères, il faut être très bon. C'est ça le paradoxe, c'est le système de l'orientation après le bac fait que on envoyait en fac de langue beaucoup de gens qui avaient leur bac tout juste et qui ne voulaient pas faire des langues. Mais aurait-il fallu donner le goût des langues aux enfants et leur faire prendre conscience de l'importance des langues étrangères, ce qui s'est perdu avec le temps. Pendant une génération, la génération des années 90. Voilà, je veux dire, la génération, je remonte à l'indépendance, c'était normal d'être bilingue, on va dire, pour les gens qui avaient fait des études, français et arabe. Pour la deuxième génération, ça c'est resté pendant quelques années, disons jusqu'au début des années 80, et puis après c'était plus du tout évident. Après il y a eu des réformes dans le système éducatif, et à partir de là tout est un petit peu parti en vrille. On n'a pas réussi à faire aimer les langues étrangères, et il faut pas se limiter au français. Hein. Oui. Le français, ça reste important de parler le français parce qu'il y a beaucoup de relations, il y a des relations importantes entre la Tunisie et la France, des relations culturelles, commerciales, de travail, d'études. Bon, voilà, le français c'est aussi l'ouverture sur toutes les francophones qui reste quand même importante, surtout en Afrique, même si le français a perdu du terrain ailleurs. Bon, aujourd'hui, ça ne se limite pas au français. L'anglais, c'est aussi important. L'espagnol, le chinois, etc. D'autres langues aussi. Hein, donc là, à votre avis, il faut vraiment, si on veut repartir à zéro, on va dire rebâtir une génération, qu'on reprenne comme on était avant, c'est vraiment revoir tout le système éducatif à partir particulièrement en fait le profil des éducateurs. Pour les langues, oui. Je pense que pour les langues, on doit viser l'excellence. Hein. Mais encore faut-il donner aux enfants quand ils sont au primaire, au collège et au lycée, il faut leur donner conscience de l'importance des langues. Et leur faire prendre conscience, ça peut leur ouvrir de belles carrières. C'est pas seulement des carrières garage non valorisées, parce que c'est ça l'image qui reste malheureusement. Donc et les langues étrangères, moi, quand on connaît des langues étrangères, on peut communiquer avec des gens qui ne parlent pas votre langue. Bon, alors et il y a pas que l'anglais, parce que vous pouvez trouver l'anglais, c'est important pour le travail aujourd'hui, ça devient quasiment incontournable aujourd'hui dans certains domaines. Par contre, si vous êtes amené à vous déplacer et vous pouvez vous retrouver dans un pays en rencontrant des gens ordinaires qui ne parlent pas anglais, voilà, et avec lesquels il faut parler la langue de leur pays. Italien, français, espagnol. Vous allez en Italie, par exemple, qui est le pays le plus visité du monde, le pays le plus touristique du monde. C'est la première destination touristique avec la France. Les Italiens sont encore en majorité. Il vaut mieux parler italien si vous avez envie de communiquer avec les gens, ou pas vous tromper sur le plat que vous commandez sur la carte. Voilà, mais c'est bon. Après, ça peut changer avec le temps. Il peut y avoir un déclic un jour qui fasse qu'on change. En France, par exemple, les Français ont été rebelles à l'apprentissage de l'anglais jusqu'à l'actuelle génération. L'actuelle génération apprend l'anglais. Elle a compris que sans sacrifier le français, il faut apprendre l'anglais. Ça veut pas dire... Il y a quand même une petite lutte en termes de néologisme, en termes de ces mots qu'ils intègrent dans le champ lexical du travail. Donc on commence par le mot en anglais, après on cherche l'équivalent en français, parce qu'on veut pas trop garder brainstormer, pitcher, etc. Donc on essaie de retrouver des équivalents. Il y a une petite lutte. Est-ce que... Vous savez, moi, je n'attache pas d'importance à ça. On dit week-end aujourd'hui. En France, on dit week-end. Au Québec, on dira fin de semaine. Les Québécois sont beaucoup plus vigilants sur la défense de la langue française que les Français. Les Français disent week-end. Personne dira fin de semaine en France, hein, ou en Belgique ou en Suisse, dans l'Europe francophone. After work. Oui. Mais pourquoi pas? L'essentiel, c'est avoir quelques mots qui viennent d'une autre langue. Pourquoi pas? Il y a des mots qui viennent de l'arabe aussi. Algèbre, ça vient de l'arabe. Algorithme, ça vient de l'arabe. Voilà, tout le monde a opté ça. L'alcool, ça vient de l'arabe aussi. Voilà. Tous ces mots-là viennent de l'arabe, puisque ça vient de la médecine à l'origine, donc c'était un terme médical. Justement,
Une autre vision à déconstruire par rapport à la langue nationale et aux langues étrangères, c'est la vision conflictuelle qu'on a tendance à adopter aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, on dit, bon, ben voilà, on est tunisien, on est arabe, notre langue c'est l'arabe, et on ne veut plus entendre parler des langues étrangères, et en particulier, on ne veut plus entendre parler de la langue du colonisateur, l'ancien colonisateur. Bon, heureusement, c'est terminé, on va pas dire. Mais attention, et on a l'impression pour certains que le fait d'apprendre des langues étrangères, c'est dévaloriser sa propre langue. Et je voudrais déconstruire cette idée. Je vais donner un exemple très simple. Les pays nordiques de l'Europe, les pays, je vais pas dire scandinaves, parce que scandinave, c'est une famille linguistique qui regroupe la Suède, le Danemark, la Norvège et l'Islande. La Finlande n'est pas un pays scandinave puisqu'elle a sa propre langue. Le finnois, ce n'est pas une langue scandinave. Donc, on parle des pays nordiques. Les pays nordiques, là-bas, tout le monde parle anglais comme sa propre langue. Mais ils ont fait un raisonnement très simple. Ils ont dit notre langue est parlée uniquement par notre petite communauté nordique qui est quand même très réduite. C'est 20-30 millions d'habitants maximum, tous ensemble, tous regroupés. C'est la Suède, c'est comme la Tunisie, c'est 12 millions d'habitants. Le Danemark, c'est un peu moins, la Norvège aussi. Tout cet ensemble fait moins de 30 millions d'habitants. Eh bien, ils parlent anglais comme leur propre langue, et quand vous allez dans ces pays, vous vous débrouillez avec l'anglais sans avoir besoin de parler leur langue. Après, si vous restez dans le pays, c'est recommandé, c'est bien d'apprendre la langue. Mais bon, est-ce que ça a dévalorisé leur langue ? Non, au contraire, ça a permis à ces pays d'avoir un nouvel essor, une nouvelle ouverture vers le monde grâce à l'anglais, qui a permis justement de donner un rayonnement à ces pays-là qui ne l'auraient pas eu avec leur propre langue. Alors, où je veux en venir ? Quand on apprend des langues étrangères, que ça soit, bon, on fait le choix de l'anglais, parce que c'est la langue la plus parlée du monde. Mais quand on est un pays dont la langue est l'arabe, ok, c'est dans la constitution, c'est dans les têtes, c'est dans les esprits, l'arabe est la langue des Tunisiens. Le tunisien dialectal est notre langue véhiculaire qu'on parle, et la langue écrite, c'est l'arabe classique. Ok. Mais quand vous voyez, par exemple, apprendre des langues étrangères, apprendre bien parler le français, bien parler l'anglais, ça donnera une ouverture à la Tunisie qu'on n'imagine pas, que sans ça, on n'aurait pas. On ne doit pas perdre l'arabe, parce que l'arabe, c'est l'ouverture sur tout le monde arabe. Et si on perd l'arabe, parce que par exemple, quand j'entends certaines personnes qui veulent remplacer l'arabe classique par le dialecte, je suis tout à fait contre. Le dialecte, ça reste une langue avec un cachet culturel. Voilà, pour nous, bon, c'est vrai qu'il y a des chansons, des pièces de théâtre qui doivent se faire en arabe dialectal parce que c'est comme on dit, le cachet, tabac, qui est là. Ça peut pas être autre chose. Que ça serait pas la même chose en arabe classique. On peut même avoir notre littérature. Là, on écrit des livres en dialecte. Ça, c'est pas problématique. Bon, c'est la liberté de chacun, mais moi, pour l'écrit, je suis partisan de garder l'arabe classique parce que ça, si on perd l'arabe classique, on n'a plus d'ouverture sur tout le monde arabe. Ça serait dommage. Ça serait vraiment dommage. De la même manière, ça serait dommage de perdre l'ouverture sur tout le monde francophone, et en particulier l'Afrique, que la Tunisie n'a pas investi suffisamment. Toute l'Afrique francophone, d'ailleurs, qui est très en retard sur l'anglais et où il faut encore parler français pour travailler avec l'Afrique francophone. Donc c'est très important de dire que si on va au Sénégal, en Côte d'Ivoire, il vaut mieux parler français qu'anglais. On se débrouille pas encore avec l'anglais avec cette génération, du moins. Donc c'est une opportunité. Voilà. Et bien sûr, l'anglais, il faut l'anglais, et il faut aussi avoir un quota de Perses tunisiens qui parlent chinois, qui parlent espagnol, qui parlent allemand, parce que toutes ces langues sont utiles. Économiquement, surtout. Voilà, économiquement et culturellement. Faut pas oublier la culture. Voilà, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous voyez, économiquement, c'est important pour les affaires, mais c'est aussi important pour la politique, c'est aussi important pour la démocratie de parler, d'avoir une langue commune, mais pour la culture. La culture, c'est, voir un film en langue originale, c'est mieux qu'un film sous-titré. Oui. Vous voyez, c'est quand vous voyez une pièce dans une langue originale aussi, une pièce de théâtre aussi, vous sentez le vrai. Il y a la vraie émotion. Voilà, la vraie émotion de la pièce dans sa langue à elle. Donc, vous voyez, avec tout ça, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on va apprendre des langues étrangères et qu'on va bien les maîtriser qu'on va perdre notre identité, qu'on va perdre la langue arabe. Non, au contraire, il faut apprendre la langue arabe, mais il faut apprendre d'autres langues aussi. Et les deux ne sont pas contradictoires. Et je voudrais ajouter quelque chose là-dessus, c'est que aujourd'hui, cette approche qui consiste, on dirait que chez certaines personnes, pour défendre la langue arabe, il faut négliger les langues étrangères. Bon, là, c'est l'isolement garanti. Tout à fait. Et ça veut dire que, bon, on se prive de chances qu'on pourrait avoir d'ouverture et d'influence sur le monde. Et je vous donne un autre exemple pour faire réfléchir les personnes qui pensent de cette manière-là. Quand vous voyez, par exemple, un étranger ou un responsable étranger qui parle un arabe parfait, on est émerveillé ici en Tunisie. Moi, j'ai vu certains ambassadeurs de pays occidentaux qui maîtrisaient l'arabe, mais bon, l'arabe classique de manière mieux que beaucoup de Tunisiens. Je voyais un ancien ambassadeur des États-Unis, un ancien ambassadeur de France, François Gouillette, qui parlait un arabe qui nous laissait admiratifs. Eh bien, de la même manière,
Quand des étrangers voient des Tunisiens ou des Arabes ou des Africains parler un français parfait ou un anglais parfait, ou une autre langue de manière parfaite, et bien ils seront émerveillés. Oui. Bon, là ils seront émerveillés, et c'est pas ça qui va dévaloriser les Tunisiens en tant que Tunisiens et qui va dévaloriser l'arabe. L'arabe, on est censé le savoir. Bon, certains le parlent moins bien que le français ou l'anglais, et pourquoi pas. Bon, tu vois, s'exprimer par exemple plus en français qu'en arabe. Plus, ouais. Voilà, mais ça force toujours l'admiration de voir quelqu'un qui parle une langue étrangère parfois mieux que certaines personnes dont c'est censé être la langue. Donc, quand vous voyez certains Tunisiens qui parlent mieux anglais ou mieux français que certains Français ou certains Britanniques, bon bah ça force le respect. Oui, voilà. Donc il faut plutôt voir la chose comme ça. Plutôt, voilà, ne pas en tout cas comme vous le dites, s'isoler en essayant de protéger cette langue identitaire, maternelle, etc. Donc et s'isoler des autres langues, ça c'est peut-être pas la bonne méthode, en tout cas de protéger notre identité. Donc l'idée c'est vraiment de s'ouvrir et de parler toutes ces langues-là et voire plus, 2, 3, 4, peu importe. Alors vous arrivez, pour revenir à votre parcours, vous avez votre bac, vous partez en France. Oui. Vous maîtrisez 3 langues à l'époque. Oui, 3 langues, l'anglais que j'avais simplement appris au lycée, mais que je l'avais pas encore pratiqué. Bon, voilà. Mais l'anglais c'est venu après, quand je me suis mis à travailler en anglais. Maintenant je travaille en anglais, donc moi je travaille dans les 3 langues aujourd'hui, anglais, arabe et français. Donc à l'époque en France, vous avez en tête de faire quoi de votre vie? Je voulais faire j'ai fait des études de droit. J'ai un peu tâtonné au début, je ne trouvais pas ma voie. J'ai finalement fait des études de droit et je suis content d'avoir choisi cette voie-là. Même si j'aurais aimé faire du journalisme. Bon, c'est mon regret. J'aurais aimé être journaliste, mais bon, ça m'est venu après. J'y croyais pas vraiment. Et je voulais surtout faire de la politique. J'ai toujours eu ça depuis tout petit. Depuis tout le temps. J'ai toujours voulu faire de la politique. Et vous intéressiez aux deux politiques tunisiennes et françaises ou géopolitique? C'était quoi vos centres d'intérêt en termes de politique et géopolitique? Disons que sous Ben Ali en Tunisie c'était assez réduit parce que bon voilà il y avait pas énormément de marge sous Ben Ali, mais bon par contre je m'intéressais plus à la politique française où le jeu était beaucoup plus ouvert, ou à la politique internationale où là effectivement il y avait plus matière à débattre. Donc voilà, oui, j'ai baigné là-dedans. J'ai eu une activité politique assez fournie en France pendant les années que j'ai passées là-bas, mes années d'études et mes premières années professionnelles, la vingtaine d'années que j'ai passées là-bas. Et quand est arrivée la révolution tunisienne, j'aimerais revenir. Comment vous avez intégré le circuit de la politique française en France? C'est assez facile. Vous savez, quand vous voulez adhérer à un parti, à une association ou un syndicat, vous présentez dans un des locaux de ce parti ou au siège de ce parti ou de cette association ou de ce syndicat et vous discutez et vous adhérez très rapidement. Ça se passe comme ça. Et pour intégrer l'Assemblée? L'Assemblée tunisienne, vous voulez dire? La française, d'abord. La française. Alors, j'ai été assistant parlementaire à l'Assemblée en France. J'ai pas été député. Là, c'était par les circuits politiques où je me suis retrouvé assistant parlementaire de député. J'ai passé 10 ans à l'Assemblée où j'ai travaillé avec 3 députés. J'ai travaillé avec 3 députés entre 1999 et 2009. D'accord. Et donc, c'est comme ça que vous avez plus ou moins une idée claire de comment ça se passe de l'intérieur. Donc, pour en venir ensuite à votre position, à votre statut de député en Tunisie. Là, ça m'a beaucoup aidé. Disons que je savais comment fonctionnait un parlement, un parlement d'une démocratie accomplie, on va dire, qui avait 200 ans d'expérience. Enfin bon, pas 200 ans d'expérience complètement démocratique, mais disons que bon, c'est une démocratie quand même bien installée, qui est passée par des crises et qui avait maintenant des mécanismes assez rodés, on va dire. Et en arrivant en Tunisie, donc j'avais déjà cette expérience. Et là, maintenant, je peux dire que j'ai une double expérience d'un parlement en transition démocratique qui était le Parlement tunisien, l'Assemblée constituante de 2011-2014, et celle d'une démocratie accomplie que j'avais eu avant, que j'avais connue en France. Donc voilà, c'est assez intéressant de pouvoir comparer les deux. Et l'expérience que j'ai eue en France m'a été très utile par rapport à ce qu'on découvrait tous, on va dire, à l'Assemblée constituante. Les nouveaux élus, personne n'avait d'expérience antérieure, à part peut-être deux députés qui avaient été députés sous les parlements antérieurs, mais de l'opposition. Donc il y avait 2 députés qui avaient été qui avaient déjà l'expérience, qui avaient déjà été députés sous l'ancien régime, mais bon, sur le petit quota réservé à l'opposition. D'accord. Oui, je crois que c'est ça, si je me trompe pas. C'est Ahmed Rasroussi, entre autres, qui était député de Sidi Bouzid.
Ah, lui, excellent prof d'arabe et bon, quelqu'un d'une culture. C'est mon voisin de banc, il était pas très loin. J'ai beaucoup appris avec lui, du culture arabophone et francophone. Oui. Vous voyez, c'est quelqu'un. Si je prends cet exemple, c'est Ahmed Rasroussi par exemple. C'est donc l'ancienne professeur d'arabe, mais qui était parfaitement bilingue. Et sa connaissance de la langue arabe, la culture musulmane aussi, vue d'une manière qui était pas du tout celle des islamistes, mais au contraire, culturelle. Voilà, culturelle. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup appris. C'est une mine de culture, ce monsieur. Et bon, il est parfaitement francophone. Il est parfaitement capable de vous faire une conférence en arabe, en français ou des bouquins. C'est voilà. Ce dont vous parliez tout à l'heure. C'est la génération de l'après-indépendance. Donc, le système éducatif qui marchait en parallèle, autant en français et en arabe. Et les gens étaient bilingues, parfaitement bilingues. Hein. Tout à fait. Vous avez travaillé la plupart du temps donc en Tunisie et je me rappelle, en tout cas à l'époque, il y avait Kalima Suite, je crois, pour la circonscription sud, c'est ça? France Sud, oui. France Sud. Et il y avait eu cette polémique à un moment donné parce que Kalima s'exprimait en français au sein de l'Assemblée. Ma question, c'est ça. Est-ce que comment c'était perçu, bien sûr, tout ça, vos électeurs en France Nord, comment ils voyaient cela? Qu'est-ce qu'ils attendaient de vous? Est-ce qu'ils voulaient que vous vous exprimiez comme Kalima plutôt en français? Parce que Kalima, bon, le problème c'est qu'elle ne sait pas parler en arabe, donc ce n'est peut-être pas un choix politique. Mais est-ce que les électeurs attendaient de vous quel était le feedback par rapport à cela? Alors, oui, justement. Alors, Kalima, elle est représentatif, Kalima Souid, elle est représentative de ce qu'on appelle les deuxièmes G, les deuxièmes générations. Qu'on appelle deuxième G en France, c'est-à-dire c'est des Français d'origine étrangère qui ont grandi en France et dont la langue est le français principalement. Alors elle parle tunisien, Kalima Souid a toujours parlé tunisien, chez elle parlait tunisien, mais bon, elle n'avait pas étudié l'arabe, c'est-à-dire elle n'avait pas étudié l'arabe écrit, mais en venant en Tunisie, elle a pris des cours d'arabe et elle a commencé à apprendre l'arabe écrit et à lire l'arabe parce que c'est pas facile, hein. C'est ça. Avoir tous les documents qui sont en arabe parce que tous les documents sont en arabe puisque c'est la langue officielle, c'était pas évident, il fallait puis les lois sont rédigées en arabe. Voilà, bien sûr, mais il fallait l'aider pour ça. Bon, maintenant, c'est vrai que sur l'usage du français, bon, elle faisait l'effort de parler en arabe, mais vous savez, parfois quand vous êtes sous pression, vous êtes vous vous retrouvez sous pression à un moment donné. Eh bien, bon, ça sort dans la langue que vous savez parler. Oui. Vous prenez le contraire, quelqu'un qui est parfaitement arabophone, qui se débrouille correctement en français. À un moment, quand vous êtes énervé sous pression, vous sortez quelque chose en arabe. Voilà, kalma bil arabi. Voilà, ça sort dans votre langue maternelle et vous arrêtez de parler une langue étrangère jusqu'à retrouver vos esprits. Ouais. Même si vous la maîtrisez correctement. Hein, voilà, ça peut. Parce que la réflexion, il n'y a pas de timing entre la réflexion et les mots qui sortent de la bouche. Donc du coup, ça sort tel quel. Donc ça peut arriver de cette manière-là. Alors elle s'était retrouvée. Bon, cet épisode où l'on parle en rigolant aujourd'hui, c'était à un moment, c'était à l'Assemblée, tout au début de l'Assemblée, avec Siamour Chetoui, qui était l'acteur principal qui a provoqué cette... et elle et lui sont devenus les meilleurs amis du monde. Hein. Et moi aussi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Siamour Chetoui, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que j'ai très vite apprécié, au-delà de cet épisode qui a été... on va dire fâcheux sur le moment, mais constructif sur la suite. Constructif, effectivement, c'est pour ça que j'en parle. Parce que Kalima s'était mise à parler en français à un moment, parce qu'elle ne trouvait pas les mots en arabe, et lui a dit non, en arabe, comment? C'est inadmissible. Bon. Et il a fallu lui expliquer après, ça a fait cette polémique à l'Assemblée, et ensuite, en discutant, il y avait la vice-présidente de l'époque qui présidait, Madame Maharzia Al-Abidi, Allah yarhamha, qui est décédée il y a quelques mois, voilà, déjà un an. Ouais, c'était en 2020, je crois, peut-être la première crise. Ouais. Bon, voilà, elle qui présidait, et elle a justement, ça lui ressemble tout à fait. Elle a fait l'intermédiaire, on va dire, la casque bleue entre les deux pour arriver à rapprocher les points de vue, et puis ça a pu se rapprocher, ça a pu se résoudre par la suite. Et après, beaucoup de gens ont réfléchi à ça, parce que beaucoup de gens qui ne savaient pas ce qu'était la question des deuxièmes générations, des Tunisiens qui vivent en France et dont la langue est le français, ne s'imaginaient pas qu'il puisse y avoir des Tunisiens qui ne parlent pas arabe. Voilà. Or, c'est une réalité. Oui. Moi, ce que j'ai vu ce que je connaissais en France et ce que j'ai eu pendant ma campagne, vous aviez, alors dans les gens qui venaient, vous aviez des gens qui s'exprimaient, vous savez, plusieurs types de personnes qui venaient dans les meetings, ou parmi la communauté tunisienne. Vous aviez soit des immigrés qui étaient venus d'ancienne immigration, ceux qui ont immigré pendant les années 60-70, qui ceux-là sont essentiellement arabophones. Bon, parfois des gens qui sont venus, qui ont travaillé à la force de leurs bras, qui sont construits eux-mêmes, qui n'ont pas eu une vie facile. Eux qui étaient très peu francophones, qui ont appris le français parfois sur le tas en arrivant en France.
et dont les enfants ont grandi en France et sont francophones et parlaient arabe à la maison. Et le rapport n'était pas le même. Donc quand vous aviez des gens de l'ancienne génération, pour eux, c'était plus facile de s'exprimer en arabe. Ils comprennent le français, hein, ils comprenaient le français, mais c'était plus facile pour eux de s'exprimer en arabe. Mais leurs enfants qui étaient là, eux comprenaient. Si on s'exprimait en arabe, ils avaient parfois du mal à comprendre. Mais eux s'exprimaient en français. Alors justement, le choix de la langue était toujours problématique pendant la campagne. Donc moi, j'avais fait le choix de m'exprimer en français parce que déjà, c'était plus facile pour moi. Et je pense qu'à l'époque, j'aurais peut-être eu du mal à faire une campagne en Tunisie à l'époque. Aujourd'hui, je pourrais. J'ai plus envie de me lancer en politique aujourd'hui ou de revenir en politique, c'est différent. Aujourd'hui, je pourrais tout à fait faire une campagne en arabe de bout en bout. Bon, voilà. Quand je parle en arabe, je m'efforce de ne pas mettre un mot de français dans parce que il y a pas besoin, hein, sauf quand c'est des mots qui n'existent pas. Quand les mots ne viennent pas à l'esprit. J'essaie de pas mélanger. Mais à l'époque, il y avait le choix de la langue. Quelle langue on allait parler pendant tel meeting. Donc, vous voyez comment... Les meetings en France. Oui, mais comment était composée la salle. Il y avait des meetings qui étaient intégralement en arabe. Parfois des débats qui étaient en arabe parce que le public... Donc, tout dépend de l'audience ? Voilà, tout dépend de l'audience. Il y a des publics arabophones et des publics francophones ou des publics bilingues où le français l'emportait parce que c'était la langue du pays pour que tout le monde comprenne. La langue, surtout quand vous aviez des jeunes qui, eux, ne comprenaient pas l'arabe. Un jour, j'étais à un meeting où j'avais décidé de parler en arabe. Je me suis dit, parce qu'il y avait eu, le débat avait été lancé en arabe, j'ai décidé de parler en arabe. Et à un moment, on m'a rapporté certains de nos militants m'avaient dit, écoute, il y a un problème. On a 2 jeunes qui étaient là, qui étaient au fond de la salle, qui viennent de sortir parce qu'ils ont dit, si c'est en arabe du début à la fin, on comprend rien, on s'en va. C'était en banlieue parisienne, à Pantin. Je me souviens, tout à côté du consulat de Tunisie. Il y a un consulat de Tunisie à Pantin, qui est le 2e consulat c'est pas le consulat général. Bon, à côté, je dis, là, c'est dommage. Si j'avais été prévenu, on leur aurait dit, mais attendez, on va changer de langue, on va s'adapter, mais voilà. Donc il y avait ce problème qui pouvait se poser. Ouais, et donc c'était important. Peut-être qu'on le voyait pas tout de suite. Donc au Parlement, à l'Assemblée, on va dire. Donc à l'époque c'est l'Assemblée nationale, que des députés puissent s'exprimer un petit peu en français pour que ces Tunisiens-là qui ne comprennent pas l'arabe puissent parfois regarder justement des plénières, assister à des plénières, comprendre un petit peu le débat. Est-ce que c'était important justement alors. La langue des meetings, dans les meetings, vous choisissez votre langue, mais à l'Assemblée, il y a une langue nationale, il faut s'exprimer dans la langue nationale. Ça, c'est parfaitement normal. Même en France, si quelqu'un s'exprime dans une autre langue que le français, il y avait un jour un député qui, par provocation, avait parlé en anglais. Et le président de l'Assemblée l'a arrêté. Donc, il y a eu la même polémique. Madame, je crois que c'était un homme, monsieur, vous parlez en français. Je vous demande de vous exprimer en français. Il a dit, mais justement, je vais exprimer en anglais pour dénoncer la domination de l'anglais. Ça s'est arrêté là. Ou certains qui s'exprimaient dans une langue régionale. Ça peut faire des polémiques dans dans des langues régionales. Dans certains pays, ça peut être une marque identitaire. En Algérie, par exemple, si certains députés kabyles refusent de s'exprimer en arabe et s'expriment en kabyle, ça peut faire un incident. Ça peut faire un incident, mais ils vous diront le kabyle c'est notre langue. L'arabe c'est la langue qu'on nous fait apprendre à l'école. Et à la limite, entre l'arabe et le français, il n'y a pas trop de différence. Le français c'est l'ancien colonisateur qu'on a combattu. L'arabe c'est une langue qu'on nous a imposée, mais notre langue c'est le kabyle, diront les kabyles en Algérie. Alors en Tunisie, il n'y a pas cette polémique. En Tunisie, on s'exprime en arabe dialectal ou en arabe classique. Mais par contre, la solution, ça serait qu'il y ait peut-être des sous-titres, des sous-titres en français pour ceux qui ne comprennent pas et qui s'intéressent au débat. Mais on ne peut pas s'exprimer, avoir des débats en français ou en arabe. Les débats doivent se passer, de mon point de vue, dans la langue nationale. Je pense que c'est plus logique comme ça. Après, quand vous êtes dans des rencontres internationales, je pense que là, vous pouvez vous exprimer dans une autre langue. Moi, je serais pas choqué, ou ça m'est arrivé parfois de m'exprimer en français ou en anglais dans des rencontres internationales quand j'étais député. Là, je pense pas avoir fait offense à la langue arabe en m'exprimant en français ou en anglais quand c'était la langue qui était parlée dans l'assistance. Après, avec des parlementaires ou un public arabophone, je m'exprimais en arabe. Ça va de soi. Célim, on arrive un peu à la fin de cet entretien. Alors la question que je me pose, c'est parce que vous avez été très proche justement de ces Tunisiens à l'étranger, en France particulièrement. Est-ce que la langue peut être un frein pour suivre un petit peu ce qui se passe politiquement en Tunisie, dans leur pays? Donc ces jeunes-là qui ne maîtrisent pas parfaitement l'arabe ou qui ne parlent pas arabe, est-ce qu'aujourd'hui la politique... Donc, je sais que les jeunes s'intéressent de moins en moins à la politique, mais est-ce que la langue peut être un frein pour ces jeunes-là?
Oui, incontestablement, quand on ne maîtrise pas la langue et toutes ses subtilités, ça peut l'être. C'est-à-dire, on peut pas demander aux Tunisiens de manière générale s'exprimer dans une autre langue que la leur, ou et les débats doivent se passer dans la langue nationale, à mon avis. Mais là, il y a autre chose qui est important. C'est les médias francophones qui doivent ou anglophones, parce que tout le monde n'est pas francophone à l'étranger. C'est vrai que les Tunisiens de France représentent 60% de la communauté tunisienne à l'étranger, 600 000 Tunisiens en France, sur 1 million de Tunisiens environ à l'étranger. Non, mais il y a les 400 000 autres qui sont... Voilà, 400 000 autres qui sont pas obligatoirement francophones, à part ceux qui sont au Canada. Bon, voilà, au Québec essentiellement. Mais bon, c'est important. Dans ce cas-là, c'est important que les médias francophones continuent d'exister, mais aussi des médias anglophones ou des médias dans d'autres langues pour que ça puisse être accessible. C'est aussi le rayonnement de la Tunisie, tout ça. Il faut aussi reconstruire le lien. Je dis bien reconstruire parce que parfois il a été déconstruit, le lien avec la patrie d'origine pour ces Tunisiens qui sont à l'étranger. Et c'est la même chose pour des Français qui sont à l'étranger. Vous voyez n'importe quel, vous avez des gens qui parfois ont vécu dans un pays étranger, qui ont une autre nationalité par un de leurs 2 parents. Vous savez, des binationaux qui vivent depuis toujours en Tunisie, qui ont une mère française comme moi et qui ont la nationalité française, mais qui ont très peu de liens avec la France. De la même manière, vous avez des Tunisiens qui vivent en France parce qu'ils ont grandi en France, qui sont 2 parents tunisiens ou qui sont binationaux et qui ont très peu de liens avec la Tunisie. C'est la mission des pays, de chaque pays, de recréer ce lien. Et la culture est très importante là-dessus. Ouais. Voilà, c'est très important. Ça passe par des initiatives culturelles, par les centres culturels et par l'apprentissage à l'école. On revient à la lecture, c'est la première chose qu'on avait dit. Le livre, ça peut vous faire aimer une culture. Le livre, la langue, ça vous fait aimer une culture, ça crée un lien. C'est très important ça. Donc il faut commencer par le début. Aussi par d'autres activités, à part la lecture, des activités comme tous les arts, le chant, le théâtre, le cinéma, apprendre à des jeunes à s'exprimer. Je pratique le théâtre. Moi, c'est vraiment un plaisir de pratiquer le théâtre et de préparer une pièce et de monter sur scène quand tout le groupe est arrivé à monter une œuvre collective. Vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire d'arriver jusque-là. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait permettre à des jeunes de prendre goût à une culture, à une langue et de s'ouvrir. Je finirai peut-être là-dessus si on n'a plus trop le temps. Les artistes, par exemple. Ouais. Les artistes tunisiens, le théâtre tunisien est quand même assez développé et très intéressant. Foisonnant. Quand même, il y a une bonne école de théâtre ici. Et malgré tout, ça se passe essentiellement en arabe, mais quand vous avez des comédiens tunisiens qui veulent s'exporter d'une certaine manière, aller passer un séjour à l'étranger, alors il y a le barrage de la langue qui peut jouer. Et certains parfois regrettent de ne pas avoir appris la langue avant, donc une langue étrangère avant, alors que ça pourrait être un passeport pour aller ailleurs. Tout à fait. Et j'avais vu une excellente pièce dans un petit théâtre qui s'appelle L'Artiste, justement, qui est de Razi Zarbeni. Où j'avais vu une pièce extraordinaire de Bernard-Marie Coltès, un auteur français des années 80. C'est dans La solitude des champs de coton. Oui. Alors, il l'avait montée justement à 2 acteurs. C'est une pièce qui se jouait à 2 acteurs. C'était 2 personnes Sébastien qui se connaissaient Amblard. pas et c'est sur le thème de l'incompréhension de 2 personnes. Alors, ce qu'il y avait d'extraordinaire, et ça ne peut se faire qu'en Tunisie, pas qu'en Tunisie, mais dans un pays bilingue. Vous aviez 2 acteurs et chacun parlait dans sa langue. Razi Zarbeni parlait en arabe et l'autre acteur qui était un français parlait Sébastien en français. Amblard. Et c'était pour symboliser le fait que les deux ne se comprenaient pas et à la fin, chacun parlait dans la langue de l'autre. Alors Razi Zarbeni n'avait aucun problème pour passer au français parce qu'il est parfaitement bilingue. Il se mettait à parler en français et l'autre acteur francophone, lui, avait appris un texte en arabe. Il n'était pas arabophone. Il n'était pas arabophone, donc il a appris un texte en arabe. Donc vous voyez l'avantage de. Alors, on a eu du mal à comprendre cette partie-là. Voilà, vous l'avez vu aussi. Oui, je l'ai vu. Voilà. Donc et là vous avez vu l'avantage d'être bilingue à l'origine. C'est que pour l'acteur tunisien, l'acteur metteur en scène tunisien Razi Zarbeni, il n'y avait aucun problème pour passer au français. Pour son collègue qui a fait un effort, on va dire surhumain, pour apprendre le texte de manière phonétique, et c'est extraordinaire parce qu'il a très bien joué aussi. Vous voyez l'avantage qu'avait le tunisien théâtre. sur le français, sur ce coup-là. Donc vous voyez, c'est une leçon à retenir pour tout. Je pense que cette pièce, j'inviterai tout le monde à aller la voir et de retourner au théâtre maintenant que les oui, je pense qu'elle devait d'ailleurs rejouer juste un peu avant la pandémie et que ça a été effectivement quand les frontières ont été fermées, que ça a été suspendu, mais que ça reprendra bientôt. Donc cette pièce reprendra à l'Artiste très prochainement avec Razi Zarbeni et Sébastien Amblard qui ont fait une très belle reprise justement de cette pièce. Ouais. Et effectivement, donc ce qui est intéressant chez Sébastien aussi, c'est parce que lui, il a une ouverture en fait envers la culture notamment tunisienne et qu'il a fait cet effort. Après, oui, je comprends. Donc, en France, on n'apprend pas à l'école l'arabe. Donc, nous, on a cette chance
de pouvoir apprendre la langue française à l'école dans notre système éducatif. Mais je pense que si c'était le cas, quelqu'un comme Sébastien aurait bien prononcé ces quelques mots en arabe avec le kha, le ha. C'est vrai que la prononciation est pas facile. On a un avantage de ce côté-là et c'est encore dommage de ne pas l'utiliser parce Exactement. qu'avec tous les sons imprononçables pour tout le reste du monde qu'on a en arabe, ouais. on a un gros avantage pour parler toutes les langues étrangères et prononcer assez correctement en faisant un petit effort. Ce qui est pas facile pour des francophones, par exemple. Vous voyez, c'est là-dessus aussi. Donc, essayons d'utiliser nos avantages. Et franchement, merci pour ce dernier exemple et pour clôturer, donc, de dire que la culture peut être ce lien, en fait, cet élément rassembleur à travers des pièces comme ça où on retrouve deux cultures, deux langues et donc deux publics, forcément, qui vont se retrouver, voire plus. Donc, la culture peut être cet élément, ce catalyseur peut-être pour repartir de bon pied, justement, rebâtir cette connexion, redonner aux langues leur importance et leur place dans notre société, parce que comme vous l'avez dit, il y a eu quand même un petit retour en arrière au niveau de la place accordée aux langues en Tunisie. Donc il est vraiment temps de reprendre des choses. Aux langues et à la culture, il n'y a pas que ce qui est marchand qui est important. Ce qui est marchand, c'est important parce que la production, c'est important de produire, c'est important de faire du business aussi, mais ça ne peut pas être suffisant. Si un monde sans culture, comme on dit, science sans culture n'est que ruine de l'âme, un monde sans culture, c'est un monde qui n'aura plus de saveur, où il n'y a plus que le business, l'argent, la production, voilà. Donc, il faut quand même que la culture ait sa place. Et là, effectivement, ça reste un facteur d'ouverture. Vous savez, quand il n'y a plus de culture, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus d'ouverture, c'est le règne des nationalismes, les peuples qui se ferment les uns sur les autres. Donc ça, moi, j'ai pas envie de voir ça, et ça me fait très peur aujourd'hui. La tournure que prennent certains pays avec les partis les plus extrémistes qui La crise sanitaire a été révélatrice en ça, justement, des positions des uns et des autres. Tout à fait. Voilà, donc vive la culture, il faut vraiment mettre le paquet sur la culture, c'est pas une dépense superflue, ce n'est pas un luxe, au contraire. Merci beaucoup Selim. نرجع نحكي بالعربي. كنت حاب صراحة فما حتى مشكل. فماش اكسنت راه. بالعربي. ايش حابين نقول؟ نجموا من فين نبداو؟ ما عنديش لهجة أجنبية كي نحكي بالعربي. لا الحمد لله يبون سافا. دونك توا تنجم تعمل كومباني كما قلت بالعربي كاملة. حملة بالعربي نعملها من الأول للآخر بالعربي توا فما حتى مشكل. كان أما تو السياسة ما عادش يزينا من السياسة. يزينا بور أنا شخصيا ما عادش معناها الرؤية ما هيش واضحة وإن شاء الله نلقاو الطريق الصحيح وإن شاء الله إن شاء الله تونس غدوة خير وكا. إن شاء الله ما تدخلوش في حيط أي كما تقول إن شاء الله خاطر الوضعية ما هيش سهلة. أما ظهر لي عنا برشا إمكانيات في تونس وما حناش مستغلينهم كما يلزم. ما علينا كان نعرفوا كيفاش نعملوا كيفاش نستغلوا الإمكانيات نتاعنا وهذا هو معناها كما نقولوا le mot m'échappe. Challenge. Le mot bien en anglais en plus. Challenge, c'est ça? Oui, le tahadiyat. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est le défi. Challenge, le mot est venu en anglais. Vous voyez, c'est significatif de finir là-dessus. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode du podcast Ma vie en VF. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et YouTube. Et pour ne rater aucun épisode, il suffit de vous abonner à l'une de ces plateformes de diffusion ou nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sous le nom de Ma vie en VF.